quand j'étais petit, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, parce que travailler dans un bureau, ça me semblait vachement ennuyeux, et sur un chantier, j'en étais incapable, car je n'ai aucun esprit de logique. Tout ce que je voulais, c'était être célèbre, important et riche, sans avoir à faire une école de commerce à 8 000 € le mois. Et en fait, ce qui correspondait le mieux à mes désirs, c'était d'être roi, tout simplement. Mais j'ai jamais trouvé la formation sur Parcoursup, et du coup, aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Désolé, maman. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Coffre du Nord, et aujourd'hui on sort du coffre une checklist afin de réaliser notre rêve à tous, comment devenir roi de France. Formation numéro 1, la République, être élu. Oui, on a eu des rois élus. À la fin du Xe siècle, Louis V, dernier monarque carolingien, meurt en tombant de son cheval pendant la chasse, rejoignant la longue liste des rois morts de manière stupide. Évidemment, il n'a pas d'enfant, sinon c'est pas drôle, et le royaume doit donc se trouver un nouveau roi. Alors il nous reste Charles de Lorraine comme potentiel carolingien, mais il a une si mauvaise réputation que les grands du royaume refusent catégoriquement de le voir monter sur le trône. Alors, en juin 987, on élit Hugues Capet, comte de Paris. Il est donc fait père parmi ses pairs, ce qui n'est pas du tout positif, parce que ainsi on lui rappelait qu'il n'était pas si différent des autres seigneurs. On lui disait « Oui alors Hugues, c'est bien beau, t'es roi, mais je te rappelle que t'es qu'un seigneur comme nous, et qu'en plus, c'est nous qui t'avons mis la couronne sur la tête, alors évite de flex dans la cour !» On l'a d'ailleurs choisi lui parce qu'il faisait pas partie des seigneurs grands et puissants. En gros, on l'a choisi parce qu'il faisait pas trop suer son monde. Mais Hugues a lancé le début de la manière la plus connue pour être roi, choisir son fils. Il sacre son fils avant sa mort, de peur que l'on ne remette en cause sa légitimité. Et c'est pas encore ce qu'on fait par réflexe. Le fils choisi doit être élu par les grands du royaume. Bon, soyons clairs, ça ne posera jamais de problème, et souvent le fils du roi sera élu comme étant son successeur. Formation numéro 2, être le fils de son père. Et on fait ça jusqu'à Philippe Auguste, parce que oui, Philippe Auguste, c'est le fils de Louis VII, le dernier représentant des rois, ok, mais pas non plus top. Bah oui, parce que jusque lui, les rois étaient avant tout comtes de Paris, et leur domaine royal, il était pas si fou. En fait, ils étaient rois, mais concrètement, que sur le papier. Quand tu le respectais pas, ils disaient « non, c'est pas bien, attention, je vais m'énerver ». Et voilà, ça s'arrêtait là. Louis VI commence un petit peu à peser dans le game. En même temps, c'était Louis le Gros. Tue-moi. Mais c'est bien Philippe II, dit Auguste, qui place les Capétiens comme rois incontestés de leur royaume, notamment en reprenant la Normandie aux Anglais. Et ça, messieurs dames, c'est ce qu'on appelle de l'art, du très grand art. J'applaudis les deux mains. Il est tellement respecté que, ça y est, il meurt sans sacrer son fils, tellement sa légitimité est reconnue par tous. Louis VIII est donc roi sans contestation et monte sur le trône avec un prestige et un charisme à toute épreuve, lui qu'on appelait Louis le Lion. Il meurt au bout de 3 ans de la gastro. Voilà, je ne sais pas quoi dire. On dirait la saga Jurassic Park. Tout partait bien, on n'a pas eu le temps d'en profiter, que c'était déjà pourri. Mais ça n'empêche qu'il n'y a pas trop de débat sur l'identité de son successeur, car on va considérer que c'est bien le fils aîné du roi qui doit régner. Cette tradition sera encadrée par la loi salique. La loi salique est une loi Je ne vais pas faire un débat sur la loi salique parce que j'ai fait une super vidéo dessus. Allez la regarder. En plus, on considère que dès que le roi meurt, c'est son fils qui incarne la royauté. On part du principe que la mort saisit le vif. S'il y a eu des petites crises, comme Louis XI qui a fait une révolte contre son père pour essayer de lui prendre le pouvoir, souvent le royaume ne faisait rien pour contrarier cela. Sauf que Charles VI, dit le fou, signe pendant la guerre de 100 ans le traité de Troyes avec les Anglais et adopte le roi d'Angleterre. Bon, c'est un peu n'importe quoi parce qu'il avait quand même un fils français. Et je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'après ça part en Jeanne d'Arc, en guerre civile et patati et patata. On a fait une vidéo dessus, c'est la même que celle d'avant, allez voir ça. Formation numéro 3, être de la famille. Bon, alors là, on parle que des moments où ça se passe très bien. Je meurs, mon fils monte sur le trône, quelle belle histoire. Mais imaginons que mon fils aîné décède. Bon, pas grave, son frère monte sur le trône. C'est ce qu'a fait Louis VII quand son frère aîné est mort à cause d'un cochon. On n'a pas le temps. Alors, en termes de succession des frères, on a les champions du monde. Catherine de Médicis donne naissance à François II, qui meurt à 16 ans après une bonne année de règne, quand même, bravo François. Donc son frère Charles IX monte sur le trône, mais il meurt en 74, sans fils. Qu'est-ce qu'on rigole. Et donc Henri III, son frère, monte également sur le trône et meurt en 89, sans enfant. Si jamais on épuise tous les frères, on va chercher le descendant royal le plus proche, comme un cousin. C'est ce qu'on a fait quand tous les frères de Louis X sont morts. C'est un Valois, Philippe V, qui est monté sur le trône. Ou, justement, à la mort d'Henri III, on est allé chercher Henri IV. Mais s'il n'y a pas de frère, et s'il n'y a pas de cousin, est-ce qu'on pourrait pas mettre une femme sur le trône ? Vraiment, allez voir cette vidéo. Formation numéro 4, profiter du bazar. Eh bien oui. En fait, 1789 ne marque pas la fin de la monarchie, mais bien le début de la furie révolutionnaire des Français qui continue jusqu'aux Gilets jaunes. Et Charles X en fait les frais.
Frère de Louis XVI et de Louis XVIII, faisant ainsi de sa mère l'une des seules femmes à avoir été mère de 3 rois, il est victime d'une révolution. En effet, après avoir bien remis en place le pouvoir du roi, il suspend la presse, ce qui est très mal vu, et il se mange une révolte. On est alors en juillet 1830, et les Français se plaignent. Elle prend une telle ampleur que Charles le Duc abdique, ce qui est inédit dans la royauté française. Louis XVI a abdiqué, mais un peu malgré lui, et confie à son cousin, le duc d'Orléans, de placer son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, sur le trône. Et donc il se pointe pour annoncer l'abdication, mais il oublie de parler du petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, et il prend la couronne pour lui. C'est comme ça qu'il devient Louis-Philippe, alors pas roi de France, mais roi des Français. Il se fout de notre gueule. Il fait ça parce qu'il est très bien vu, et parce que c'est la pagaille. Parce qu'il faut très vite trouver un leader à la France. Certains voulaient un successeur de Napoléon, d'autres voulaient une nouvelle république. Mais les deux cas n'ont pas marché précédemment, alors pourquoi pas essayer Louis-Philippe? Il se laisse donc convaincre et usurpe la couronne au duc de Bordeaux. C'est ce qu'on appelle vraiment un petit connard. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les différentes manières de devenir roi de France. Évidemment, il en existe sûrement d'autres que j'ai pas eu le temps ou la force de vous énoncer. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur la loi salique parce que j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Moi en attendant, je vous laisse commenter, liker et partager cette vidéo, chose que personne ne fait jamais sur YouTube. Je referme le coffre en vous rappelant quelque chose que j'ai peut-être pas dit aujourd'hui. Les Français sont meilleurs que les Anglais. Et je pense vraiment qu'il fallait le dire, sinon les gens allaient être surpris.